Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Hello Lila. Salut Sarah. Dans ce premier épisode, je ne sais même plus ce que je vais dire. Ton bonjour était tellement rayonnant que je perds mon sujet. Donc, je voulais dire que dans ce premier épisode, on va aborder un sujet central pour ce podcast, qui est celui de choisir son déséquilibre. Oui, toi et moi, on est parfois embrouillés. Parfois, t'es gentil, je dirais toujours. Ou allez, presque toujours. Et fort. C'est vrai, c'est pas faux. Mais je parle de ce sentiment que tu ressens parfois quand ce que tu vis à l'intérieur n'est pas en accord avec ce que tu devrais ressentir, selon toi, que tu n'es pas aligné, que tu ne te sens pas sereine et que c'est même pas suffisamment clair pour toi-même, à l'intérieur de toi, pour pouvoir justement l'exprimer. Pouvoir l'expliquer. Et c'est ça. Et souvent, c'est ce qui fait que tu le gardes pour toi, que tu gardes ce bof ambiant en toi. Ce bof ambiant. Le bof, il doit vraiment être pas cool, quoi. Genre, c'est bof aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais, je sens que c'est bien. Alors, c'est un peu comme si ton radar était brouillé par des ondes qui viennent d'ailleurs. Alors, ailleurs, ça peut être les autres. Ça peut être son propre état intérieur, mais qu'on n'a pas pris vraiment le temps de sonder avec ces petites voix. Entendons-nous ces petites voix intérieures qu'on entend, mais au sens normal du terme, pas au sens... tu vois, pas au sens... Tu prêches une convaincue. D'accord, pour moi, okay, on est 10, on discute ensemble et c'est OK. Ah oui, OK. Nous en parlerons plus tard, Lila. Bref, ces petites voix qui sont alimentées par des injonctions, des croyances, les « il faut », tu dois, qu'on n'entend même plus en fait à force, on ne perçoit plus leur effet, leur impact, tellement on les a intégrées. Elles font partie de notre réalité, elles ont teinté ces lunettes au travers desquelles on voit le monde, au travers desquelles on vit les choses. Ce radar brouillé, c'est un peu comme si tu avais un GPS qui t'indiquait 1000 routes à la fois, qui t'emmène toutes vers un endroit, une place, la place du village qui s'appelle la place du bonheur, la place de la réussite. Wow. Et comme ça part dans tous les sens, au-delà d'être super flippant, au-delà du fait que le radar il te laisse en rade et qu'il te dit merde, eh bien souvent tu te retrouves à courir comme une poule sans tête. Oui, ça me fait penser à quand je vais d'une pièce à une autre. Non ? Ça te dit rien ? Non, là, ça me dit rien. Pièce à une autre, non ? Quand tu es dans la cuisine et tu te dis, ah tiens, je vais amener ça dans la buanderie. Oh oui, je vois ce que tu veux dire. Ce petit truc qui traîne, par exemple, pour une raison ou pour une autre. Et en fait, bizarrement, sur le chemin de la cuisine vers la buanderie, il y a tout un tas de trucs qui se passent, qui se mettent dans ta tête. Et à la fin, tu arrives dans la buanderie, tu sais même plus pourquoi tu y étais. Ce truc en carton que tu voulais jeter, tu l'as pas jeté. Par contre, tu as pris le linge que tu as mis dans la manne à linge et tu as oublié ce que tu fichais là. Mais tu es content d'y être, mais parce qu'il y a toutes ces choses que tu veux faire en même temps un peu partout. Enfin, c'est une illustration, mais c'est quand même un peu l'idée, je pense. Et quand tu vas retourner, ayant oublié ce que tu devais faire, tu vas retourner à la place initiale, tu vas dire « Oups, il faut que j'y retourne ». Et là, tu es reparti pour un tour. Avoir toutes ces normes en fait en tête, ces injonctions, d'avoir une maison rangée, de manger sainement pour prendre soin de son corps, prendre soin de l'environnement. Il y a quelque chose en fait de logique là-dedans parce que on a grandi, on s'est construit par rapport aux autres, par rapport aux normes qui sont liées à l'environnement dans lequel on est né en fait. Ouais, on a grandi avec des règles, des normes parfois explicites parce qu'on nous les a expliquées. On nous a dit, voilà, tu dois faire ça, ce qui est attendu de toi, c'est ça, le comportement qui est OK, c'est celui-ci. Et parfois implicite, on a compris au travers de gros yeux, par exemple, ou parce qu'on a pu observer chez les autres ce qu'il était OK ou pas de faire. Et ça, par rapport à notre genre, le fait d'être un homme ou d'être une femme, par rapport à la place qu'on occupe parfois dans une fratrie, et aussi par rapport au milieu dans lequel on a évolué. Très vite, il y a aussi eu les codes liés à l'école, à la vie en société, à la vie en groupe, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, par exemple. Et certains de ces codes conditionnent réellement, parfois, ou donnent l'impression qu'ils conditionnent le fait d'être aimé, le fait d'être accepté. Si je fais ça, si je fais les choses comme ça, alors on m'aime. Si je ne le fais pas, je prends le risque d'être rejeté ou de ne pas être aimé. Et ça, dès le plus jeune âge. C'est ça. Et quand même, il y a plein d'éléments positifs à ça. Oui. On va pas cracher dans la soupe. Heureusement que c'est là que ça nous permet de nous adapter, d'avoir des relations sociales, de trouver notre place dans la société.
Et ça nourrit aussi, par ailleurs, notre besoin fondamental d'appartenance, qui est là depuis toujours, qui nous permet de nous adapter, d'évoluer, de survivre. Et ce besoin psychologique fait partie de nos essentiels. Il influence donc clairement nos comportements et nos relations, les relations qu'on va avoir avec les autres dans ce sens, justement. Et donc, que ce soit pour tout un tas de bonnes ou parfois de moins bonnes raisons, on a intégré plein de paroles, de normes, d'actes qu'on a observés et qui deviennent en fait autant de petits juges, j'imagine un peu ces petits bonhommes là, tu le fais bien, ces petits juges intérieurs qui nous font faire plein de choses. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on les fait. Hein. C'est moi de la cuisine à la buanderie. Et dans certains cas, c'est même pire parce que ça nous fait faire des choses qui ne sont pas alignées avec nos besoins profonds et qui pourraient même, dans certains cas, nous faire du mal. Alors, ça nous met en tension. Hein, peut-être même cet état bof que tu évoquais tout à l'heure. Ça nous positionne dans une espèce de course effrénée, dans une mission impossible. Oui, et ça conduit aussi souvent des personnes à nous parler de la perte du sens. On a parfois des personnes qui nous partagent qu'elles ont le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de réaliser les attentes, les espoirs, les rêves d'autres personnes, et ouais, de plus vraiment être dans leur propre vie et de l'incarner. Est-ce que toi, tu t'autorises parfois, Sarah, à lâcher sur certains éléments, soit parce que tu t'es toi-même donné l'autorisation de lâcher, ou soit parce qu'on t'a donné cette autorisation-là? Oui, alors, bon, c'est pas une habitude, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Ça m'est arrivé pas plus tard que hier, vendredi. Pour moi, vendredi, habituellement, j'essaye que ce soit du télétravail. C'est important pour mon équilibre vie privée et vie professionnelle. Et là, pour des raisons organisationnelles, j'ai une réunion qui se met vendredi après-midi à Bruxelles. Et donc, à l'heure de me préparer au matin, déjà, je suis un peu à la bourre. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie de me maquiller. J'ai pas envie. Pourtant, c'est quelque chose que je m'impose tous les jours pour des normes qui sont intégrées et qui font que j'ai l'impression que pour être alors belle, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, quand même, mais il faut que je me maquille. Et là, je me dis, Pour être socialement acceptable. Oui, socialement acceptable. Et puis, c'est de moi à moi aussi. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de ce que moi, je valorise, de l'image qui est acceptable pour moi, que je l'ai intégrée ou pas, elle m'appartient aussi, évidemment. Ouais. Mais cela dit, voilà, je lâche en me disant, en fait, je me mets cette contrainte. Et là, je ne suis pas alignée avec cette contrainte. Donc, tant pis. Alors, on s'entend, hein, je ne vais pas croiser 1 milliard de personnes, je le sais, mais n'empêche, j'ai des réunions, etc. Et j'y vais sans make-up. Ouais. Et c'est la première fois que ça t'arrive? La première fois dans ce cadre-là, sans aucun doute, et de le faire aussi par choix, c'est-à-dire pas parce que j'ai vraiment pas le temps, que j'ai pas le choix, mais de me dire, ok, tu sais quoi, je l'ai choisi. Ouais, je vais être polie, mais j'envoie tout valser. Et ça s'est bien passé. J'ai même pas eu droit à une remarque sur le fait que j'avais l'air fatiguée ou quoi. Donc franchement, c'était cool, et je le referai. Je le referai du coup de plus en plus avec plaisir. Le souci, c'est que toutes ces injonctions, quand elles se cumulent les unes aux autres, parfois même certaines en contradiction avec d'autres, c'est que tu ne les challenges plus, tu ne les remets plus en question, et que finalement, tu en viens à répondre à des normes qui n'ont plus aucune fonction adaptative, qui ne te servent plus. En fait, elles ne font que te peser, elles ne sont plus utiles. Oui, c'est un peu comme quand on cherche à reproduire les schémas, par exemple, de nos mères. C'est-à-dire que nos mamans ont fait et ont eu tout un tas de comportements par rapport à notre éducation, par rapport à l'amour qu'elles nous ont donné, qu'on aurait une tendance naturelle à vouloir reproduire parce que c'est le schéma d'amour qu'on a connu. En tout cas, ce sera un exemple, qu'on les reproduise ou pas, c'est un exemple ou un contre-exemple, mais c'est une norme à laquelle on se réfère. On se réfère, tout à oui. fait. Moi, par exemple, ma mère, quand elle est tombée enceinte de moi, elle a arrêté de travailler à l'accouchement jusqu'à mon entrée en accueil, donc à peu près 3 ans. Je me dis toujours, oh, quel courage. Et c'est vrai que c'est ce en que plus je me avec dis. toi. C'est vache, mais c'est vrai. Enfin, probablement. Non, elle te dirait que j'étais adorable. Tu vois, sûr. c'est peut-être le souvenir qu'elle a créé, mais c'est ce qu'elle te Ou la peur qui persiste. Maman, laisse un commentaire pour dire que j'étais adorable. Mais blague à part, il y a plusieurs choses qui s'installent dans cet exemple que je te donne, qui est somme toute assez anodin. Déjà, moi, par exemple, après mon premier congé maternité, j'étais contente de reprendre le boulot. J'étais contente que les choses se mettent en place pour que je puisse retrouver une vie où j'ai le temps de boire un café chaud et d'aller aux toilettes quand j'en ai envie, tu vois. Mais quelque part, il y a aussi un sentiment de culpabilité, de peut-être pas faire aussi bien, de pas donner autant de temps. Ça veut dire que moi, en tant que maman, j'aurais pas autant d'amour à donner à mon enfant, puisque moi, je reprends le travail là où ma mère, qui est donc cet exemple, elle l'a fait
Il y a ça. Et en même temps, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes ressources, déjà. Et puis aussi, on n'est pas les mêmes personnes. Mais tu vois, il y a un travail, quelque part, qui doit se faire pour Mhm. se décoller de ce que l'on considère être la norme, l'exemple à suivre, la chose à faire, avec plus ou moins de facilité. Ouais. Et tu dis dans un environnement qui a évolué, mais aussi avec deux personnes qui sont différentes, Bien sûr, avec des envies différentes. C'est tout pas à ton fait. envie de faire ça à toi. Non, clairement. Ouais. Mais est-ce que c'est OK ou pas? Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est les questions qui se posent Et en comment toile de tu vis fond. dans cette tension, quoi. Ouais, Ouais. clairement. Après, bon, tu fais avec Et tu aussi, fais. tu vois, tu fais, oui, c'est ça, tu fais. Ça reste un choix. Je peux pas aller à l'encontre non plus de mes besoins fondamentaux, mais quels sont les sentiments que ça génère chez moi et Ouais, comment c'est est-ce que ça. je deal avec ça? Ouais. Ouais. Avec ce brouillard, ouais. Et donc, du coup, se poser quelque part la question et le mettre en mots, comme on est en train de le faire maintenant, ben, ça permet de se rendre compte qu'effectivement, objectivement, je pense qu'on peut le dire comme ça, dans une bonne majorité des cases dans la vie, tout est relativement OK. Mais qu'en fait, ça fait peut-être 1 an ou 5 ans ou encore 10 ans qu'on ne s'est plus posé la question de savoir ce que l'on veut pour soi, voire même de comment est-ce que je vais. Ouais. Ce que tu me dis là, ça me fait penser à une amie dont j'ai pris des nouvelles récemment. Je l'avais plus vue depuis longtemps et j'avais envie de savoir comment elle allait. Et sa réponse a été de m'expliquer objectivement tout ce qui se passait dans différentes sphères Mhm. de sa vie, donc en tant que maman, en tant que conjointe, en tant que pro. Elle me disait ce qui s'était passé. Et ma question revient et toi, comment ça va? Et elle me répond très sincèrement, bah écoute, ça fait longtemps que j'ai plus eu l'occasion de me poser cette question, de savoir comment je vais. Et je pense que ce constat, sa réponse, en fait, elle peut s'appliquer à beaucoup d'entre nous parce qu'on ne prend pas du tout l'habitude, le temps de se poser, de se poser cette question. Et quand parfois ça nous arrive de nous autoriser à prendre du temps pour nous, c'est souvent quelques minutes ou au mieux quelques heures volées par-ci par-là. Et en plus, ben, ce vol, on se le fait payer bien cher, souvent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par se le faire payer bien cher? Ben, quand je dis quelques heures volées par-ci par-là, je considère vraiment ça comme des heures volées. C'est-à-dire que souvent, j'ai le sentiment que si je prends ce temps pour moi, c'est parce que je l'ai pris à quelqu'un d'autre. C'est du temps que j'aurais pu mettre au profit. Alors, ça peut être au profit du temps passé en famille, au profit du temps passé au travail, auprès de collègues, avec mes amis. Mais c'est vraiment un temps que je considère comme étant... tu vois, je visualise un pot avec des boules de temps. Et si j'en prends pour moi, ben, c'est au détriment de toutes les autres personnes ou toutes les autres sphères dans lesquelles auxquelles j'aurais pu mettre à profit justement ce temps. Donc je le vis vraiment comme un sentiment d'avoir volé du temps qui aurait pu être pour les autres. Qui aurait pu être pour les autres. Et tu vois, à l'inverse, lundi, j'ai les enfants qui sont chez leurs grands-parents. Et donc, après la journée de boulot, on ne doit pas aller les chercher, s'en occuper, etc. Et donc, plusieurs fois pendant la journée, je pense à l'organisation. Tu sais, c'est un automatisme, à me dire, attends, qui va chercher les enfants, etc. Et donc, à l'une ou l'autre reprise, je me dis, ah ben non, c'est vrai, ils ne sont pas là chez nous aujourd'hui. Et je me fais une réflexion de moi à moi qui est, ah ben en fait, c'est cool, je vais pouvoir travailler plus tard. La première fois que je me le dis, je tilte pas, la deuxième fois non plus, puis sur le retour en voiture, ben, il est plus tard forcément, je me refais cette réflexion et je me dis, waouh! Donc en fait, quand tu as du temps pour toi, tu ne prends pas le constat que je dois de poser, c'est que je n'ai pas pris ce temps pour moi, je l'ai pris avec plaisir, et quelque part c'est ok, hein, je ne suis pas en train de dire c'est mal, mais le constat c'est que je l'ai pris pour remplir plus une autre case que celle de ma propre personne, Ouais, c'est ça. que j'aurais aimé remplir aussi, parce que c'est ça, Ouais. en fait j'aurais aimé pouvoir le faire. C'est ça. Mais en fait, on évolue dans une société où le faire est beaucoup plus valorisé par rapport à l'être. Et donc, si tu avais passé cette soirée à faire des choses pour toi et donc qui ne sont pas, comment dire, matérialisables, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la À production. mesurer quelque chose qui Ouais, a matérialisé. tout à Ouais. fait. Eh bien, par exemple, si tu avais regardé la télé, lu un livre, Pris un bain. pris un bain, waouh, Ah. tu vas Allumer une jusque-là, bougie. toi. Ouh, Oh. une bougie qui sent bon. On voit qu'on a les mêmes rêves. C'est ça, quoi. Si tu avais fait tout ça, et que moi, je t'avais demandé, Sarah, qu'est-ce que tu as fait de ta soirée? Tu m'aurais répondu, rien, en Pas fait. grand-chose, J'ai ouais. traîné.
j'ai rien fait. Et tu aurais certainement pas eu l'idée de me dire tout ce que tu as fait, t'as fait en fait. Le fait que ça t'a permis de te relaxer, de te reposer, de ralentir ton rythme, de te faire du bien, de remplir ton réservoir. Tout ça, c'est pas des choses qui nous viennent naturellement. Et à cette question, on répond souvent rien et souvent on le vit comme ça en fait, comme du temps perdu. Oui, peut-être aussi alimenté par justement ce que tu dis, j'ai pas été productif, donc c'est pas OK, quoi. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à la période où tu étais à l'étranger sans tes enfants et où tu ne cessais de me dire ah bah tiens aujourd'hui j'aurais fait ça avec eux, ils auraient bien aimé être là avec moi, je suis sûre qu'ils auraient profité de l'occasion pour faire telle ou telle activité. Ouais. Et donc c'était un peu comme si la culpabilité venait teinter ce moment que tu aurais pu avoir pour toi et que tu t'es retrouvé dans ce Ouais. bof, j'arrive plus à bien le prononcer, parce Ouais. que c'était du temps qui aurait pu être avec eux, quoi. Oui, clairement, ça m'a mis un peu dans un état de tension où, quelque part, si je pars en vacances avec eux, je suis parfois forcément un peu frustrée de ne pas être dans le repos, parce que, voilà. Et puis, quand je me retrouve dans une situation où je suis à l'étranger sans les enfants, je pense à tout ce que j'aurais pu faire avec eux, avec une pointe de manque, bon, voilà, mais aussi de culpabilité. Et je te dirais que pire que ça, je me retrouve avec du temps dont je ne sais pas quoi faire. Alors, peut-être pas dont je ne sais pas quoi faire, mais dont je pourrais l'occuper de tellement de façons que je ne sais pas par quel bout le prendre. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, j'ai 10 livres à lire, mais en même temps, j'ai quand même pas 20 jours, quoi. Hein, donc, lequel je prends en premier. J'ai aussi envie de ne rien faire. J'ai aussi envie de prendre ce bain avec la bougie qui sent bon. Mhm. Du coup, parfois, je fais rien et j'en sors quand même encore, tu vois, frustrée, quoi. Et donc, ça, c'est un peu gênant. Euh, Parce que c'est pas une habitude. Ouais, C'est pas une habitude. Et donc, le fait de ne pas savoir par quel bout le prendre fait que quelque chose qui pourrait être positif se transforme en quelque chose de bof, c'est hein, ça. d'un peu dommage, avec cette frustration en plus de l'avoir vécu comme du bof. Alors, ce que j'ai quand même envie de dire de positif, c'est que parce que c'est pas une habitude, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut probablement mettre en place, quelque Apprendre, chose ouais, qu'on peut apprendre exactement à faire et à développer dans le temps. tout À à fait. installer en fait une routine Mhm. qui soit un peu différente de celle où on court en mode poule sans tête, celle dont on a peut-être perdu le mode d'emploi, voire on a On n'a peut-être même dans jamais eu. certains cas jamais su vraiment Ouais. comment le faire. Oui, et de la même manière que tu évoquais la maternité tout à l'heure, on n'est pas, on n'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire en tant que maman quand on accueille un bébé pour la première fois. On est capable aussi, quand on l'apprend doucement, de prendre soin de soi et de savoir quoi faire de ce temps qui s'offre à nous progressivement et de Mhm. l'inscrire comme ouais, dans un apprentissage, quoi. Mais du coup, cet apprentissage, ce progressif comme tu l'évoques, comment est-ce qu'on peut y arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place? Par où commencer? Alors moi, d'abord deux choses que j'aimerais dire et que ça m'évoque, c'est le fait que souvent on est meilleur conseilleur qu'on ne s'applique les conseils à soi-même. Donc ça, c'est la première Oui, chose c'est à important de le savoir. dire, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas de recette magique, Non. vraiment de recette qui s'applique à tout le monde de la même manière. Cela dit, j'ai envie de m'inspirer de quelque chose que j'ai l'habitude de faire en formation. Euh, c'est que avant de commencer une formation, je demande souvent aux participants de choisir une carte qui illustre leurs besoins prioritaires du moment. Alors je leur propose d'aller jusque trois besoins max. Et en fait, l'idée que j'ai derrière, c'est d'inscrire cette pratique et de débrancher un peu le pilote automatique. Généralement, ça surprend. Dans une formation, on n'a pas On l'habitude n'attend et pas dans la ça. vie, habituellement, on n'a pas l'habitude de faire ça non plus. Donc c'est l'idée de débrancher ce pilote automatique. Oui, ce que je vois aussi de chouette quand on utilise ces cartes, c'est que ça permet aux personnes de se dire, tiens, il y a une carte qui nomme un besoin que je vis. Mhm. Donc, ça a pour effet de normaliser un ressenti. C'est-à-dire dire, regardez, puisqu'un jeu de cartes qui existe, qui est déployé dans peut-être le monde entier, nomme ce besoin,
ça veut dire que c'est OK que moi je le vive. C'est ça. Et donc ça me libère aussi la parole et ça me permet d'en parler. Oui, ça devient normal en fait, Ouais, exactement. Et au-delà de cet avantage qu'on s'écarte, pour lequel je te rejoins à 100%, ça a l'avantage aussi d'augmenter le vocabulaire autour des besoins, ouais. d'identifier des besoins qui sont là comme des ressentis mais qu'on n'arrive pas à nommer. Et donc de rendre en fait conscient par les mots certains besoins qu'on ressent et qu'on n'arrive même pas à s'expliquer à soi-même, quoi. Donc ça augmente ce vocabulaire-là et ça a tendance à avoir un aspect extrêmement positif. D'ailleurs, on pourra mettre les références des cartes dans les notes de Oui, tout l'épisode. à fait. Des cartes qu'on utilise pour ces formations, tout à fait. OK, mais donc, utiliser ces cartes des besoins pour nommer ce que l'on ressent, nommer ce besoin. Ça, c'est ce que tu mets en évidence. Ouais, je pense que c'est vraiment la première étape, hein. C'est de se poser cette question, de se donner un rendez-vous avec soi-même. Et l'idéal, c'est que ce rendez-vous qu'on se donne avec soi-même, il soit pas fait une fois, une bonne fois pour toutes, mais que ce soit un rendez-vous régulier, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, vraiment, ici et Et maintenant. maintenant. Et bon, on va pas se mentir, peut-être qu'au début, c'est quelque chose qui pourrait paraître bizarre. Mhm. Et où on pourrait se dire, comme ton ami, tu l'exprimais tout à l'heure, j'ai pas le temps de faire ça. On risque d'être envahi par tout un tas de petites phrases qui vont venir invalider cette intention, cette action, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il aime? Les habitudes. Les habitudes. Il a tendance à nous ramener sur le chemin des choses que l'on connaît, les chemins qui ont déjà été créés, Tracées. parce que aussi inconfortable que ça puisse être d'être dans une situation De flou, de flou, brouillard oui, lui, le cerveau, il va choisir la facilité et la et simplicité. l'habitude. Ouais. Clairement. Et pourtant, c'est probablement le fait de se poser régulièrement la question de ce dont on a besoin ici et maintenant qui nous permet de créer en premier lieu une habitude, justement, de se retrouver moins mal à l'aise avec ce moment où on se connecte à ses besoins, parce qu'on commence à le rendre habituel et on commence à tracer des routes par rapport à ça. Oui, de fois en fois, ce qui paraissait bizarre devient justement un peu plus normal. De moins en moins bizarre, voire Clairement. normal un jour. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand on, quand on y va, On essaye, on essaye, doucement, on fait doucement doucement, et doucement. mais Ouais. longtemps. Alors, ça va nous permettre également une seconde chose, c'est de voir nos besoins évoluer dans le Ouais. temps et fluctuer, de se rendre compte qu'ils sont multiples, qu'ils sont changeants. Ouais. Et en troisième avantage que je vois, c'est parce qu'on les identifie, ces besoins, hein, qu'on peut alors les conscientiser et qu'on peut choisir d'y répondre ou pas. En d'autres mots, on choisit son déséquilibre, hein, son déséquilibre devient salvateur. C'est ce qu'on a choisi. On a choisi d'être à un endroit plutôt qu'à un autre, de nourrir un besoin plutôt qu'un autre, parce que ici et maintenant, on a identifié que c'était notre priorité du moment pour nous. Alors, parfois, ça peut faire peur de se Mhm, poser ce mhm. type de questions. Alors, au-delà du fait que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais on pourrait aussi avoir la sensation qu'on va ouvrir la boîte de Pandore et que le résultat, ce serait qu'on a envie de tout envoyer valser, C'est ça. justement. Alors, d'expérience, je pense qu'on peut dire que la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Hein. Non, le plus souvent, les personnes qu'on accompagne et qui font cet exercice régulier de se connecter à leurs besoins, de les identifier, de les concrétiser, eh bien, ça leur permet d'ajuster certaines choses qui sont fondamentales dans leur vie, mais de le faire avec douceur, justement, et sans avoir à envoyer tout valser parce qu'elles n'ont pas attendu d'être dans un trop-plein pour le faire. Et c'est ça, la clé, c'est de le faire doucement, progressivement et régulièrement. Régulièrement. Quand on a identifié notre besoin prioritaire du moment, ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'est-ce que ce besoin exprime concrètement. Aller un pas plus loin. Par exemple, je me rends compte que mon besoin, c'est d'avoir plus d'espace. Mhm. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de plus Ouais, d'espace c'est ça. pour moi? Est-ce que ça veut dire que j'en ai marre de vivre dans ma coloc, que j'ai besoin de mon espace à moi? Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de faire de l'ordre chez moi, matériellement parlant, parce que c'est trop encombré et que ça me pèse? Ouais. Moi, je pense toujours à la barre des Sims. Je sais pas si tu vois ce jeu des petits bonhommes Oui, dans je la vois. maison. Quand j'étais jeune et que j'avais justement ce temps, je jouais à ça. Et ils ont une barre environnement. Tu vois, il y a un moment donné, elle Mhm. devient dans le rouge, quoi. Tu sens que ça clignote. Tu vois, ça pourrait être ça. Donc, il faut ranger, nettoyer pour se sentir mieux. Ou est-ce que ça voudrait dire que je dois lâcher l'une ou l'autre activité pour avoir ce temps de me poser, de réfléchir, bref, d'être juste en chill? Ouais, dans l'oisiveté de temps en temps, quoi.
Et une fois que c'est concret dans l'esprit, c'est intéressant de passer au concret dans la réalité, c'est-à-dire de poser des petits pas, de planifier ce qu'on peut lâcher, ce qu'on peut faire autrement, ce qu'on peut moins faire souvent, pour se rapprocher de cet état désiré, pour aller à la rencontre de ce besoin qui est insatisfait. Alors, c'est précieux aussi, je pense, de se rendre compte que même si dans la société on valorise beaucoup le faire, ça peut vraiment être en contradiction avec le bien-être, avec le sentiment de satisfaction, de faire en conscience pleinement les choses. Et donc, diminuer le rythme, ralentir, valoriser ce déséquilibre en se disant consciemment « je vais faire moins de choses, je vais investir moins de sphères de ma vie avec autant d'exigences dans chacune d'elles », c'est ça l'élément à essayer en tout cas. Oui, oui. Et je dois dire que j'essaye de m'y mettre petit à petit, comme tu l'expliques, typiquement avec les vêtements des enfants. Alors, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'ai le besoin, l'envie que mes enfants soient toujours habillés avec des vêtements propres, sans taches sur eux. Propre ou sans tache? Les deux. Ah ouais. Propres et sans taches, ouais. Mais ce sont des enfants, quoi. Donc, Oui. il y a se rouler par terre, il y a manger et se frotter les mains sur son t-shirt, etc. Mais donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur mon quotidien, concrètement? C'est que ça veut dire que tous les jours, je leur change le vêtement, même s'ils reviennent tout propres. Et de j'imagine l'école. plusieurs fois par jour. Alors, le week-end, oui, franchement, ça peut arriver. Ça veut dire qu'on est à la maison, ils sont habillés. Hop, on fait une activité, ils font une tâche. Avant de repartir ailleurs, je vais les changer. Waouh. Ouais. Enfin, mais j'essaie de ne plus le faire, justement. Tu vois, début de semaine, je sors un pantalon qui est prévu pour aller à l'école. Et il s'avère qu'il y a une tache dessus, une tache qui est passée, tu sais, en machine. Ouais. Avant, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais nettoyé la tâche, j'aurais remis à laver et j'aurais été rechercher un pantalon, etc. Dans la course du matin, tu vois. Tu me diras, c'est 3 secondes. Oui, mais on sait à quel point les secondes s'accumulent. C'est Et clair. donc là, parce que c'est une vraie contrainte, je me dis, en fait, tant pis, il va y aller avec ça. Je pense pas qu'il va être rejeté de la vie, de la société, de l'école à cause de cette tâche. Et ça, c'est permis parce que j'ai cheminé. Tu vois, j'ai pas décidé du jour au lendemain. C'est pas que ça non plus. J'ai un couple d'amis qui a un enfant du même âge que mon plus grand garçon. Et un jour, on doit déposer ses enfants à un anniversaire. Et je vois que la gamine, elle a une tache de chocolat sur son t-shirt, un pantalon qui est usé par la journée, en fait. Et je me dis, en fait, c'est tout à fait OK. Tu vois, je me dis pas, c'est bizarre, c'est chelou, c'est des gens... Non, je me dis rien, je me dis, c'est un enfant. C'est le fait de ne pas avoir de mauvais jugement, entre guillemets, à ce moment-là, qui te libère de tes propres jugements que tu t'imposes à toi. Ouais. Clairement, et ça a cheminé, ça c'était il y a quelques mois, mais petit à petit, voilà. Et le fait de le faire et de voir que tu sais quoi, le monde s'est pas écroulé. Mais ma matinée était plus facile, surtout que c'est plusieurs fois, à plusieurs moments. Waouh, c'est cool. En fait, ça t'a permis un peu de reprendre le contrôle sur le déroulé des choses. Oui, alors plutôt que contrôle, moi j'aurais envie de parler de maîtrise. Je fais une nuance entre les deux. Ah ouais, intéressant. Quelle différence tu fais entre reprendre le contrôle et puis avoir la maîtrise? Alors, la différence, je la fais sur base de ce que Fabrice Midal explique, notamment dans un podcast de Pauline Legnaud que j'ai entendu, et je mettrai les notes, la référence dans les notes de l'épisode, où il dit quelque part, et ce ne sont pas ses mots exacts bien sûr, mais son idée c'est que quand on est dans la maîtrise, on est dans l'écoute, on est dans le possible ajustement pour arriver au résultat plus ou moins souhaité. Là où le contrôle, c'est quelque chose de fermé, il n'y a pas le choix. Il y a un endroit où aller et il y a une manière de faire. Donc je dois contrôler mon environnement pour y aller. Tu vois, j'ai les rails vers mon idéal et il faut que tous les paramètres, je les contrôle pour y arriver. Il n'y a pas d'autre option. Là où dans la maîtrise, je fais avec ce qui vient, quelque part. J'accepte qu'il y ait des choses que je vais prendre en considération et ajuster pour y arriver. En fait, c'est plus... c'est plus vivant. C'est plus vivant, plutôt que de décider. C'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Plus vivant, moins contraignant. D'un côté, quand tu l'expliques, en tout cas avec ta gestuelle et avec les mots que tu utilises, j'ai l'impression d'une valse, d'une danse d'un côté, et puis de quelque chose de très figé et très contraignant de l'autre. D'un côté, j'ai l'image de ce qui est plutôt prôné ici dans ce podcast, qui est de choisir un déséquilibre, de choisir de balancer sa vie d'un côté comme on le ferait dans une danse avec la vie, avec ce qu'elle nous apporte, et où il y aurait beaucoup de soi, du coup, dans la danse et dans ce qu'on choisit de faire et comment on choisit de le faire. Parce qu'il y a de l'écoute. Parce qu'il y a de l'écoute et de la conscience. Là où, de l'autre côté, tout ce qui viendrait se mettre dans ton chemin serait vécu comme une entrave à ce que tu as prévu, dans la manière dont tu l'as prévu, et l'atteinte de l'objectif
prévu à la base, quoi. Ouais, ouais. Et ça veut dire aussi que on arrête de subir le fait de ne pas pouvoir être partout à la Ouais, fois c'est ça. et on se rend compte que c'est un choix qu'on a posé consciemment. Consciemment. Et donc, je reprends le pouvoir, quelque part, En fait, je redeviens actrice, acteur de la situation dont j'ai pris conscience. Mhm. On sait pourquoi on le fait, et forcément, ça augmente la satisfaction, et idéalement, ça diminue, en fait, un peu cette tension. On valorise ce choix de balancer sa vie d'un côté ou d'un autre, ici et maintenant, en sachant que ça peut évoluer, selon ses propres besoins, selon ses contraintes du moment, selon les étapes de vie dans lesquelles on se trouve. Et ça devient en fait un choix. C'est plus une incapacité, Ouais. c'est un choix. Et il y a quand même une grosse différence entre le fait de se sentir incapable et le fait d'avoir choisi un déséquilibre. Ça va donc contribuer à augmenter les expériences positives dans sa vie et on va, par ce biais-là, par le biais d'augmenter les expériences positives, influencer, même positivement, la propre estime qu'on a de nous-mêmes. Ouais. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et je pense que j'ai un peu expérimenté ça, justement, dans mes congés maternité. Je les ai évoqués. J'ai peut-être un truc à régler avec mes congés maternité, non? Cela dit, mon premier congé mat, je l'ai un peu imaginé comme un moment, bien sûr, où accueillir mon bébé, où en prendre soin, etc., etc. J'ai bien pensé aux nuits plus courtes et voilà, tout ce qu'on entend autour de la maternité, mais j'ai aussi imaginé que c'était une pause dans la vie, tu vois, du Ouais. travail, de la course, etc. Et que ce serait donc l'occasion, peut-être, de prendre du temps pour lire les livres que je n'avais pas le temps de lire, de faire les albums photos que je n'avais pas eu le temps de faire, etc. Et puis, il y a eu le congé maternité. Eh ben, ça n'a pas été ça, en fait. Tu vois, Ouais. forcément, c'est rythmé par le bébé, par les visites, par la fatigue, par les obligations, en fait, qui demeurent aussi. Tout à fait. Et donc, j'ai été très, très frustrée. Très, très frustrée parce que la réalité n'a pas collé à ce que j'avais décidé, tu vois, de ce Ouais. que ça serait. Ouais. Et que j'avais pas le contrôle que je pensais devoir avoir pour arriver à ce résultat-là. Et Un puis, petit être de 30 cm a pris le contrôle de ta vie. oh, punaise, si on m'avait dit... Non, c'est faux parce que j'ai recommencé. Et j'ai eu la chance d'avoir un second congé maternité. Et là, évidemment, forte de cette expérience, j'ai choisi de me dire, OK, mon besoin, il est là, il est toujours là. J'ai toujours besoin de ce temps, de faire des albums photos. Encore plus, en fait. J'en avais encore plus en Plus de retard. photos. Mais oui, il était toujours là. Mais je me suis dit, OK, on va plutôt laisser venir les choses comme elles sont. Déjà, un enfant n'est pas un autre, une maternité n'est pas une autre. Et on fera avec ce qu'il y a. Mais en fait, le congé maternité, il est dédié à l'accueil d'un enfant. Mhm. Et donc, c'est OK que l'énergie aille là, que les actions aillent là. Et puis, c'est tout. Et donc, dans les faits, alors ça n'a pas tout changé, mais ça a changé ce sentiment de frustration. Parce que comme j'avais accepté et que je me suis positionnée un peu différemment, tout en étant consciente de mes besoins, je ne les ai pas mis à la poubelle, ils étaient toujours là, eh ben, j'ai vécu, franchement, cette seconde maternité mieux. Ouais, c'est Vraiment. ça. Ouais. Et ce que tu mets en évidence qui a changé, c'est que tu as pris conscience que cette situation dans ta vie, c'était à un moment, une période délimitée, et que ça n'allait pas en fait déterminer tout le restant de ta vie. Et le fait de prendre conscience de ça, de prendre conscience que c'est un déséquilibre à un moment donné, et donc tu vas nourrir un besoin plus qu'un autre, ça amène une certaine forme de légèreté. Tu l'évoques très bien. Tu vois les choses autrement et ça te permet souvent qu'elles te pèsent moins. À partir de ce moment-là, en fait, on porte plus les choses. Et donc, on est souvent en mesure de mieux nourrir, de mieux répondre à certains de nos besoins. Et donc, d'avoir un sentiment de bien-être qui augmente et même de pouvoir être en mesure de mieux poser les choix qui sont bons pour nous. Et donc, pour conclure, l'idée, c'est que quand on est dans ce brouillard, quand notre radar est perdu par les injonctions, par les normes, par nos habitudes, notre routine bien installée, qui, à un moment donné, bien sûr, nous permettent de nous adapter, nous ont permis de remplir notre besoin d'appartenance, eh bien, le temps passant, ça a pu s'accumuler. Ça a pu devenir trop souvent. Et quelque chose d'utile à la base devient pesant et inutile. C'est ça. Ouais. C'est l'idée de les challenger, les questionner. Donc l'invitation, c'est vraiment de faire quelque chose à quoi on n'est pas habitué. C'est de se prendre du temps pour soi. Et encore moins, on est encore moins habitué à prendre rendez-vous avec ses propres besoins. Et donc c'est l'idée d'y aller progressivement, d'y aller étape par étape, petit pas par petit pas, mais de commencer à prendre ses rendez-vous avec soi et avec ses besoins. Et de le faire à son rythme.
comme conscient en fait qu'on va instaurer une nouvelle habitude, hein. Tu te prends la main et puis tu t'emmènes faire une balade, tu t'emmènes au ciné, au resto, où tu veux, mais en fait tu te regardes et tu te questionnes sur tes besoins du moment. Et tout ça, c'est dans le but justement de faire pencher ta balance vers les besoins qui font sens parce que tu en auras pris conscience. C'est vraiment l'idée clé, et c'est d'y aller à ton rythme et doucement, quoi. Oui. Et sur ces belles paroles, je te propose que chacune de nous aille prendre un bain chaud avec cette bougie qui sent bon. C'est Tu ça, vois? réalise ses rêves. Oui, je crois que c'est super important. On y va, Sarah. Allez, salut! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!